bonjour, je suis Charles-Éloi Vial, je suis conservateur à la BNF au département des manuscrits et historien. J'ai écrit une biographie de Marie-Antoinette aux éditions Perrin qui est sortie en 2024 et je me trouve aujourd'hui à Paris à la Chapelle Expiatoire qui est un des hauts lieux de la mémoire de Marie-Antoinette à l'emplacement de l'ancien cimetière de la Madeleine où ont été enterrées beaucoup de victimes de la terreur dont Louis XVI et Marie-Antoinette. En écrivant ce livre, j'ai voulu donner une autre vision de Marie-Antoinette. Cela découle à la fois de ma propre expérience d'historien et de mes ouvrages précédents. J'avais travaillé sur la vie de cour en France à partir de 1789 jusqu'en 1870. Et j'avais bien vu le rôle particulier de la reine dans le système aulique à la fin de l'Ancien Régime. Donc j'ai voulu continuer à creuser ce sillon et voir le rôle de Marie-Antoinette dans la cour de la période révolutionnaire, avant 1792. Ce livre découle aussi de mon intérêt pour certains domaines un peu plus particuliers, notamment l'histoire du livre, l'histoire des bibliothèques. La question des lectures de Marie-Antoinette et des lectures de Louis XVI m'a longtemps préoccupé. C'est aussi un livre qui découle de mon intérêt très personnel et très professionnel aussi pour les archives, le goût de l'archive et la conscience que l'on peut découvrir parfois des petits détails qui se révèlent précieux pour le biographe. Donc, pour donner un petit peu le contexte. Et c'est aussi un livre qui est, je ne vais pas dire un livre manifeste, mais qui est une forme de démonstration pour montrer que Marie-Antoinette, comme Napoléon, j'avais travaillé sur Napoléon avant, comme Napoléon, ce sont des sujets qui sont universellement connus, mais que l'on peut parvenir à dépoussiérer grâce aux nouvelles technologies, à l'informatique. Mon idée étant de montrer, j'en parle dans l'introduction, que depuis une vingtaine d'années, la science historique a fait énormément de progrès. On a mis en ligne énormément de documents, on a signalé des fonds d'archives, on peut retrouver également beaucoup de documents imprimés en ligne, la presse, les mémoires. Donc, pour cette période, pour l'Ancien Régime, pour le 19e, pour le 20e siècle, les historiens sont extrêmement chanceux et l'on a vraiment une masse de documents, une masse critique que l'on n'avait pas avant, ou alors il fallait passer des années en bibliothèque. Là, on se retrouve avec ces documents accessibles plus facilement, donc on peut parfois être submergé par la masse, mais il y a aussi cette idée que les associations d'idées se font beaucoup plus facilement, que les recherches de termes, les recherches de noms, grâce à Google Books, grâce à Gallica, tout cela se fait beaucoup plus facilement, donc ça fluidifie le travail de la recherche et cela permet également de faire ressortir des détails que l'on n'avait pas auparavant. Donc c'est aussi cette idée d'une biographie un peu manifeste de comment on peut écrire l'histoire aujourd'hui, quels sont les enjeux, quels sont les dangers aussi de cette nouvelle façon d'écrire l'histoire et proposer aussi de nouvelles découvertes. Alors justement, en reprenant les principaux catalogues, donc le catalogue en ligne des Archives nationales, celui de la Bibliothèque nationale de France, de quelques grandes bibliothèques ou de grands établissements parisiens, mais pas que. Je suis notamment allé à la Bibliothèque municipale de Versailles, je me suis un petit peu promené, je suis allé à Turin notamment. Donc, en reprenant les catalogues, on arrive à cibler très rapidement des fonds d'archives et retrouver des documents qui parfois sont isolés, des documents qui ne sont pas là où ils devraient être. Ça a été le cas à la BNF par exemple pour certains documents qui devraient être aux Archives nationales, qui sont des documents vraiment comptables sur la maison de la reine, le quotidien de la cour de Versailles autour de Marie-Antoinette. Donc retrouver des documents qui sont un peu noyés dans la masse, ça c'est ce que permettent de faire les catalogues. Et ensuite pouvoir passer beaucoup plus facilement de très longues séries, par exemple la série O1, donc la Maison du Roi aux Archives nationales. Ce sont des centaines et des centaines de cartons que l'on peut cibler beaucoup plus facilement et où on peut organiser ces dépouillements de manière thématique. Vous voulez travailler sur le Petit Trianon, sur le hameau de la Reine, vous identifiez très rapidement vos cartons, vous pouvez les consulter assez vite et en définitive les idées jaillissent très facilement. Donc des grands fonds, des fonds quand même très connus comme les archives de la Maison du Roi, des fonds peut-être moins connus ou moins sollicités comme les archives du ministère des Affaires étrangères pour avoir le regard des diplomates et enfin, comme je disais, effectivement des pépites, des surprises que l'on peut retrouver grâce au catalogue. La grande surprise, une des grandes surprises ayant été la découverte des archives de Rose Bertin, qui est plutôt une redécouverte. Quelques historiens les avaient vues, mais il y a fort longtemps. Les historiens oublient la transmission de la connaissance de certains fonds ne se fait pas forcément. Et donc les archives de Rose Bertin, qui se trouvent à Paris, à l'Institut national d'histoire de l'art, et qui sont extrêmement riches, où l'on voit Marie-Antoinette comme cliente, et l'on voit également l'entourage de la reine. Autre découverte, là vraiment un hasard, une entrée relativement récente aux Archives nationales, qui est le journal
du maréchal de Castres, qui est ministre de la Marine de Louis XVI, qui est un journal qui a été extrêmement important dans ma démarche, puisqu'il porte un autre regard sur Marie-Antoinette que le regard attendu de reine plutôt icône de la frivolité, de reine qui aime faire la fête, de reine qui aime s'amuser, sortir, aller au bal. Il porte tout de suite sur Marie-Antoinette, quasiment dès leur première rencontre, le regard vraiment une femme politique, une femme de pouvoir, une femme qui veut gagner en expérience sur les grands enjeux de politique intérieure et surtout de politique extérieure. Donc il a ce regard sur Marie-Antoinette très singulier pour nous et il note durant presque 10 ans toutes ses conversations avec Marie-Antoinette. Il en a une ou deux par semaine. Donc c'est vraiment un témoignage qui a été cardinal dans mon travail. Entre ça, les découvertes sur la vie quotidienne, le regard des différents diplomates qui ont pu la côtoyer. Donc il y a déjà une masse de sources manuscrites à laquelle je vais ajouter une autre source qu'il faut dépouiller de manière très exhaustive, qu'on appelle les nouvelles à la main, c'est-à-dire des journaux manuscrits, écrits pour en général des commanditaires assez fortunés qui peuvent s'abonner. Donc on leur recopie des nouvelles qui ne sont pas les nouvelles imprimées qui sont soumises à la censure, mais la parole est beaucoup plus libre. Donc il y a forcément des mensonges, des oublis, des exagérations, des amplifications, mais ce sont des documents malgré tout très précieux parce qu'on a certains éléments, certains faits, certaines dates, certains personnages qui ne sont mentionnés que là. Donc après, toutes ces sources, il faut les critiquer, les remettre dans leur contexte et voir si elles se corroborent entre elles, comme d'habitude, dans tout travail historique. Si un témoignage contredit complètement les autres, est-ce que c'est un mensonge, une erreur? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser? C'est souvent le cas. Donc il y a vraiment un défi méthodologique de l'historien parce qu'on a une masse de sources assez importante, des sources typologiquement très différentes et des sources que l'on peut critiquer avec différents regards en étant par exemple historien de la diplomatie, historien de la vie de cour, historien de l'art, historien de la mode. Donc il faut pouvoir chausser différentes lunettes pour arriver ensuite à orchestrer ces différents documents et faire en sorte qu'ils se répondent, qu'ils puissent dialoguer entre eux. Alors Marie-Antoinette aurait dit plus tard, après son arrivée à Versailles, que son éducation avait été une charlatanerie. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on doit creuser. Il faut interroger un peu cette expression. Donc Marie-Antoinette, de toute évidence, a une éducation qui est bâclée. Elle n'est sans doute pas faite pour les études. Et l'on voit dans les sources, donc soit les témoignages que l'on connaît de personnes qui étaient à la cour de Vienne, des témoignages qui ont été publiés, soit dans les témoignages manuscrits, il en reste quelques-uns, on voit qu'elle n'est pas très assidue, qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à la lecture, qu'elle s'intéresse très peu à l'histoire. Donc il est très difficile de lui faire apprendre quelque chose. Elle est noyée au milieu de la masse de ses frères et sœurs, qui sont très nombreux. Sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, a autre chose à faire que de suivre l'éducation de ses filles en détail. Donc en définitive, Marie-Antoinette fait un petit peu cancre au milieu de cette classe d'archiducs et d'archiduchesses, et Marie-Thérèse ne s'en rend compte que très tard. À partir du moment où elle songe à la marier, où elle songe à renforcer l'alliance entre la France et l'Autriche par un mariage dynastique, où elle se rend compte que c'est Marie-Antoinette dont l'âge est le plus proche de celui du jeune dauphin, le futur Louis XVI, qu'il va falloir les marier. Là, elle s'intéresse un peu plus à son éducation. On est vers 1767 à peu près, 67-68, et là, elle se rend compte de la catastrophe. Donc, elle se rend compte qu'elle a sans doute pas été assez attentive, qu'elle n'a pas suivi les choses assez près, que les éducateurs ou les éducatrices de la jeune Marie-Antoinette ont été peut-être un peu négligents. Donc elle essaie de rattraper le tir, mais il est probablement trop tard. Et c'est pour ça que je pense que la formation intellectuelle de Marie-Antoinette, elle se poursuit. Elle se poursuit après son arrivée à Versailles. Donc elle arrive, elle est jeune et immature, c'est une adolescente, elle n'a aucune expérience de la vie. C'est quelque chose qu'elle va acquérir à Versailles, une expérience de la vie sans doute assez dure, puisque Versailles, c'est une cour avec beaucoup de faux semblants, beaucoup d'hypocrisie, les gens sont extrêmement durs entre eux et ne la ménagent pas, donc il y a une expérience de la vie très tôt, et ensuite il y a une formation intellectuelle qui démarre à Vienne avec l'abbé de Vermont, qui est ce célèbre abbé qui est là pour lui apprendre le français principalement au début, et qui continue à la suivre à Versailles après son mariage, et entre le témoignage de l'abbé de Vermont, des témoignages très connus comme par exemple celui de Madame Campan, le témoignage de Mercier Argenteau, l'ambassadeur d'Autriche, quelques autres, par exemple l'ambassadeur de Turin, de Sardaigne pardon, en France. Donc on a comme ça différents témoignages qui permettent d'attester de son évolution
intellectuelle. Donc elle lit davantage, elle commence à se cultiver, elle commence par la littérature, elle va passer à l'histoire, puis ensuite la géographie, la diplomatie. Donc on a une forme d'éveil intellectuel qui se fait au cours de ses premières années en France. Mais c'est quelque chose de très lent, très progressif, elle est assez dissipée, et il y a même par moments, on a l'impression des rechutes, où elle oublie ce qu'elle a appris, elle s'y intéresse moins, elle est moins studieuse, mais malgré tout, on constate quand même, en voyant l'aménagement de sa bibliothèque, on voit, ça n'est pas qu'une bibliothèque de parade, ça n'est pas que pour faire joli dans ses appartements. Il y a un goût du livre chez elle, il y a un intérêt pour la lecture, et donc il y a une formation intellectuelle qui est lente, mais qui va malgré tout lui permettre de comprendre de quoi on lui parle quand on lui parle de traité de paix, quand on lui parle de guerre, quand on lui parle d'histoire, même quand on lui parle de littérature. Il va y avoir donc une sorte d'éveil intellectuel chez elle. Et en définitive, elle ne rattrapera jamais Louis XVI, qui est vraiment un érudit, qui est vraiment un gros lecteur, mais il y a un vernis de culture qui est malgré tout assez épais chez elle. L'impopularité de Marie-Antoinette auprès de la cour, plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu. Donc d'une part, sa propre immaturité, le fait qu'elle ne soit pas du tout au diapason des usages de la cour, ça ne la rend pas forcément sympathique, qu'on ne va pas la prendre en pitié parce qu'elle a du mal à se faire à sa nouvelle vie. Donc il y a déjà ça. Il y a aussi l'antipathie qu'elle suscite naturellement auprès d'une partie de la cour parce qu'elle est autrichienne et qu'une bonne partie de la cour est opposée à cette alliance entre Louis XV et Marie-Thérèse. Donc il y a d'emblée une opposition chez elle, y compris d'ailleurs, par exemple, chez le dauphin qu'elle épouse, qui n'est pas un fervent partisan de cette alliance, comme l'avait été le premier dauphin, le fils de Louis XV. Donc il y a une opposition très politique, et enfin, donc on va dire politique mais liée aux affaires étrangères, et enfin il y a une opposition plus quasiment de politique intérieure, puisque le mariage de Marie-Antoinette est l'œuvre de Choiseul. Choiseul a des ennemis à la cour, notamment Madame du Barry, la maîtresse en titre du roi. Donc il y a toute une faction anti-Choiseul, une faction pro-Choiseul. Marie-Antoinette se retrouve un peu prise entre deux feux. Comme Choiseul est lorrain, comme il a négocié son mariage, elle va se rallier plutôt à Choiseul. Et donc quand Choiseul quitte le pouvoir quelques mois après son mariage, elle se retrouve presque naturellement avec la moitié de la cour qui s'oppose à elle. Donc il y a des jeux politiques qu'elle n'avait sans doute pas mesurés, qu'elle ne pouvait pas comprendre en arrivant, que Marie-Thérèse ne pouvait peut-être pas comprendre non plus, elle n'avait jamais vu la cour de Versailles de ses yeux, elle ne pouvait pas voir quel panier de crabes c'était. Donc Marie-Antoinette d'emblée est assez impopulaire parmi ses propres courtisans qui vont chercher malgré tout à la manipuler, à se servir d'elle, à obtenir des pensions, à obtenir des postes, à obtenir parfois des titres. Donc on la voit vraiment comme une dispensatrice de bienfaits, donc on cherche à la manipuler. Et là aussi, on se rend compte qu'elle va apprendre petit à petit à se méfier de son entourage, à se méfier de ceux qui cherchent à l'instrumentaliser. Donc on sent aussi qu'il y a une certaine maturité qui apparaît rapidement chez elle parce qu'elle est mise à l'épreuve de la cour de Versailles. Alors les correspondances entre Marie-Antoinette et sa mère Marie-Thérèse sont des correspondances qui sont quand même très connues. Elles ont été publiées dès la fin du XIXe siècle. Elles ont été republiées plusieurs fois. Ce qui est intéressant de voir dans ces correspondances manuscrites, c'est déjà qu'elles sont souvent un peu exagérées, qu'il y a parfois une certaine amplification. Parfois, Marie-Antoinette cherche à minorer quand elle a fait une bêtise, par exemple, elle cherche à passer ça sous silence ou à minorer son erreur. Donc, il faut réussir à les nuancer et à les critiquer avec d'autres types de documents. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc c'est assez instructif de voir que ça n'est pas une vérité intangible. Il y a malgré tout une part de sincérité chez Marie-Antoinette qui veut tenir sa mère au courant de certains détails de son quotidien, qui cherche conseil aussi, puisqu'elle se rend bien compte que son mariage avec le dauphin ne fonctionne pas du tout comme il le faudrait, donc elle cherche une sorte d'assistance conjugale. De l'autre côté, du côté de Marie-Thérèse, il y a cette insistance permanente à ce qu'elle fasse des enfants. Donc il y a un peu de ce dialogue de sourds presque, un peu triste, entre d'un côté une mère qui veut absolument être grand-mère et de l'autre une fille qui ne sait même pas comment s'y prendre. Donc il y a ce côté très tragique qui ressort de la correspondance. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution du rapport à l'écrit, puisque quand on regarde la version publiée, elle a souvent été lissée. La version manuscrite, on voit souvent la maîtrise extrêmement aléatoire de la langue française de Marie-Antoinette, et on voit que ça s'améliore. Donc on voit aussi, en quelque sorte, sa formation intellectuelle à travers la rédaction
de ces lettres manuscrites. Donc ça fait partie des éléments assez précieux, mais c'est une correspondance autrement qui est assez connue. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'autres lettres de Marie-Antoinette pour comparer. On se rend compte que c'était avec sa mère et avec ses frères qu'elle était volontiers la plus bavarde. Il y a d'autres lettres qui sont des lettres, par exemple, à des dames de son entourage, qui sont beaucoup plus courtes, souvent sur un ton beaucoup plus sec. Donc la correspondance avec sa mère, c'est quasiment la seule personne à qui elle peut parler d'égal à égal. Autrement, c'est beaucoup plus une correspondance de souveraine, il y a beaucoup plus de distance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de temps en temps des informations assez précieuses. Donc la correspondance de Marie-Antoinette, il y a eu une correspondance il y a quelques années qui est loin d'être intégrale. Je pense que c'est un travail qui pourrait être repris sans doute avec profit, et on verrait sans doute en accumulant les lettres, en faisant aussi la part des fausses lettres, puisqu'il y a eu beaucoup de faux au XIXe siècle, on verrait sans doute un personnage assez différent apparaître, un personnage qui gagne en assurance, qui gagne en maturité, qui gagne en autorité également, je suppose, et on découvrirait probablement, en critiquant les vraies lettres des fausses lettres, on découvrirait des petits détails sur son quotidien où on pourrait peut-être aussi rétro-pédaler et nuancer ce que l'on pense savoir. Ça peut être des petits détails, comme des personnes qu'elle rencontre, des personnes qu'elle invite à ces différentes fêtes à Trianon ou à Versailles, mais parfois ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure. Alors la question de la relation entre Marie-Antoinette et Fersen, donc c'est un des points de la vie de Marie-Antoinette sur lequel il y a eu le plus d'avancées ces dernières années, puisque les lettres qui sont conservées aux Archives nationales ont été déchiffrées par mes collègues des Archives nationales, donc je me suis basé sur ce travail qui est extrêmement précieux et qui est une avancée à mon avis fondamentale. Donc ça nous révèle d'une part les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre, donc on a quand même des paroles, des expressions qui à mon avis vont au-delà de l'expression de l'amitié qui peut être très forte au XVIIIe siècle, mais là je pense qu'on est quand même un cran au-dessus, donc il y a vraiment des sentiments amoureux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand on regarde ces lettres dans le détail, quand on les met un peu en série, qu'on essaie de les comparer aussi avec d'autres documents, on voit apparaître une autre Marie-Antoinette que la Marie-Antoinette frivole, amoureuse que l'on imagine. On voit apparaître une Marie-Antoinette plus politique, puisqu'on s'inscrit dans un autre contexte qui est celui de la Révolution française, et l'on voit la façon dont elle s'est répartie la tâche avec Louis XVI. Louis XVI qui est plutôt en train de transiger avec les révolutionnaires, avec un degré de sincérité qui demande quand même encore à être évalué, et de l'autre côté, Marie-Antoinette qui, pour sa part, est clairement contre la Révolution, qui fait semblant parce qu'elle n'a pas vraiment le choix, et qui cherche à créer un réseau de correspondants à l'étranger, dans les cours étrangères, avec les autres souverains, en utilisant Fersen comme agent double ou comme boîte aux lettres. Et Fersen est un peu le dépositaire de ces idées politiques qui sont celles d'un retour en arrière, d'un retour avant les États généraux, et peut-être, si en admettant qu'elle suive les idées, un tant soit peu les idées de son mari, une forme de révolution royale, c'est-à-dire une évolution de la monarchie, mais maîtrisée pleinement par le roi, et non pas subie, imposée par les députés. Donc on voit ces idées politiques qui apparaissent, on voit la façon qu'elle a de construire son réseau, de mener ses différents agents à distance. Donc là, on a une autre Marie-Antoinette. On voit une femme de tête, on voit une femme qui réfléchit. Donc ces lettres-là, ça n'est pas que des sentiments. Ce sont des sentiments, mais il n'y a pas que ça. Et on peut compléter ensuite la lecture de ces lettres. Donc le journal de Fersen a été détruit par son domestique pour les années où il est auprès de Marie-Antoinette à Versailles. Mais on voit dans la partie après, une fois qu'il ne se voit plus, le journal existe et Fersen meurt en 1810 et le journal continue. On voit la façon qu'il a de parler de Marie-Antoinette, on voit certaines expressions, quand il dit « je n'ai jamais cessé de l'aimer », etc. Donc on comprend la force des sentiments et ça donne aussi un autre éclairage sur leur correspondance. Alors la question de l'entrée de Marie-Antoinette en politique, c'est très compliqué. Globalement, on estimait que cela remontait à l'année 1787, c'est-à-dire la première assemblée des notables qui est convoquée par Louis XVI, le moment où le roi se serait laissé un peu envahir par le découragement, submergé, où il aurait fait une sorte de dépression, et où Marie-Antoinette aurait dû le soutenir moralement, et à la fin, quasiment prendre les décisions à sa place, ou au moins être à ses côtés durant les conseils. Alors apparemment c'est vrai, c'est vraiment un rôle qu'elle a tenu. On n'a pas les rapports des conseils des ministres, donc on ne le sait pas, mais semble-t-il qu'elle a vraiment dû être à ses côtés pour qu'il puisse continuer à gouverner parce qu'il n'y arrivait plus tout seul. Mais le journal du maréchal de Castres nous donne une autre vision des idées politiques de Marie-Antoinette et l'on voit que dès le début des années 1780, elle commence à s'intéresser
à la diplomatie. Donc elle a toujours cette idée qu'on lui a mise dans le crâne avant qu'elle quitte Vienne, qu'elle doit à tout prix œuvrer dans l'intérêt de l'Autriche, ce qui peut-être dans l'idée de Marie-Thérèse, c'était qu'elle vraiment transmette des informations directement à Vienne, mais elle comprend très, très vite que ça n'est pas dans l'intérêt de la France, ça n'est pas dans son intérêt propre, et son idée c'est plutôt de servir d'interface entre d'un côté les Habsbourg et de l'autre les Bourbons. Faire passer des idées, essayer de fluidifier les relations quand il y a des tensions. Les offres que son frère Joseph II fait par exemple à Louis XVI, il cherche en gros, pour simplifier, à mener des réorganisations territoriales au sein de l'Allemagne en ayant le soutien de la France. Donc là, Louis XVI va s'y opposer, mais c'est Marie-Antoinette qui essaie de l'influencer et au moins de l'informer qu'il y a ces projets. Donc elle a ce rôle d'interface. Elle essaye aussi de faire en sorte que l'Autriche ait le beau rôle à côté de la France. Elle propose par exemple que son frère Joseph II soit médiateur dans des négociations, par exemple les tractations diplomatiques au moment de la fin de la guerre d'indépendance américaine. Donc elle essaye aussi que l'Autriche ait le beau rôle face à la France et face à Louis XVI qui à ce moment a vraiment, brièvement, mais ce rôle d'arbitre diplomatique en Europe qui a un poids extrêmement important. Donc elle essaye de faire en sorte que l'Autriche ne soit pas trop en seconde position. Donc il y a un intérêt chez elle pour les affaires diplomatiques dès le début des années 1780. Ensuite, ça va évoluer, elle va affiner sa connaissance sans doute des enjeux, et elle va s'intéresser également de plus en plus aux affaires de politique intérieure en prenant conscience du déficit, de la crise que traverse les monarchies et in fine, sans doute aussi elle va prendre conscience de la détestation de l'opinion à son égard. Alors l'impopularité de Marie-Antoinette, c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux. Ça fait partie de ces ressorts de l'opinion publique que l'on peut difficilement maîtriser, qu'on peut difficilement comprendre, parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main. On a les documents écrits, les imprimés, les caricatures par exemple. On a les archives, par exemple les archives de la police, où on a quelques mentions d'ouvrages séditieux qui circulent, de cris contre la reine, de personnes qui sont inquiétées, emprisonnées parce qu'ils ont parlé contre la reine. Mais il y a toute une partie qui nous échappe, c'est tout ce qui se dit par le biais de la parole. Donc les rumeurs, les ragots, les bruits. On arrive à avoir un peu les chansons, parce qu'on les enregistrait dans des recueils, mais c'est quand même assez ténu. Donc il y a toute une part d'imaginaire qui nous échappe. C'est probablement là que l'on doit plutôt creuser si l'on veut s'intéresser à l'impopularité de Marie-Antoinette, une impopularité qui est croissante, peut-être parce qu'elle a une ingérence dans les affaires politiques et diplomatiques et que c'est assez perceptible, peut-être parce qu'elle sort trop, qu'elle va trop au bal ou à l'opéra au début du règne, peut-être parce qu'elle ne sort pas assez, qu'elle ne va plus assez quelques années plus tard, après qu'elle ait eu des enfants, qu'elle ne va plus assez à l'opéra, qu'elle ne va plus assez au bal et qu'elle passe pour une reine invisible. Différents ressorts ont pu jouer. Semble-t-il quand même que l'affaire du collier, c'est quand même le tournant, c'est le moment de bascule, puisque l'opinion publique va prendre fait et cause pour le cardinal de Rohan. On va considérer que le cardinal de Rohan est injustement accusé et que la reine a voulu récupérer ce collier hors de prix en faisant payer le cardinal. Donc c'est un moment de bascule, probablement parce que c'est une affaire judiciaire qui est en train d'être jugée. La police ne peut pas s'opposer à la circulation des factums, donc des textes rédigés ou par les accusés ou par leurs avocats, où ils essayent de se justifier. Et souvent, le cardinal de Rohan, la comtesse de la Motte, Cagliostro, en se dédouanant, indirectement ou directement, ils pointent la responsabilité de Marie-Antoinette. Donc on a à ce moment-là énormément d'écrits qui vont faire passer la reine pour quelqu'un d'avide de diamants, qui rêve d'avoir de l'argent, qui dépouille un cardinal complètement innocent. Donc on a ce portrait très noir de la reine qui est brossé à ce moment-là, à ce moment de l'affaire du collier. Donc on a un portrait très négatif et probablement que ça a dû jouer, et on connaît cette expression fameuse à cette époque, mais que l'aurais-je donc fait? Donc elle-même ne le comprend pas, et même pour nous, c'est très difficile à comprendre. On y arrive en essayant de brasser le plus d'archives possible. On comprend que c'est quelque chose de très souterrain, c'est quelque chose qui court sur un temps assez long, de son arrivée en France jusqu'au moment où elle va être guillotinée, mais c'est quelque chose de très diffus. Oui, alors le rôle de Marie-Antoinette pendant la Révolution, là on entre dans les choses très diffuse, parce qu'on a quelques sources, notamment la correspondance avec Fersen, on a le son de cloche renvoyé par les capitales étrangères, par les correspondances diplomatiques, on a des témoignages d'aristocrates partis en émigration, mais c'est quelque chose de très diffus. Elle ne tient pas un journal
au jour le jour de ses activités clandestines. Et pour cause, c'est clandestin. Donc elle détruit beaucoup de papiers, on les détruit pour elle. Donc on est forcé de supposer beaucoup de choses. Comme je le disais, apparemment, elle s'est répartie les rôles avec Louis XVI. À lui, le dialogue avec les députés, avec la Révolution, et à elle, la direction d'une forme de contre-révolution des rois qui ferait pression sur la France révolutionnaire pour qu'elle restitue son autorité à Louis XVI. Donc ça, c'est l'idée de départ. Donc ça implique éventuellement de lever des troupes pour menacer la France, mais pas de déclencher une guerre civile en France, pas d'envahir la France. Ça, elle va s'y résoudre vraiment au dernier moment. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a très peu de documents. On sait malgré tout qu'elle est épuisée, elle le note dans certaines lettres, elle travaille beaucoup, elle apprend à chiffrer elle-même certains documents, donc on voit cette activité de conspiratrice, et le reste du temps, eh bien, elle continue à avoir ses activités de mère, d'une part, donc elle s'occupe de ses enfants et de leur éducation, d'autant plus que la cour est revenue aux Tuileries dans un espace beaucoup plus resserré. Donc elle a toujours ses activités de mère et ses activités également de souveraine, donc de représentation aux côtés de son mari. Donc elle a probablement un emploi du temps qui est assez chargé à ce moment-là, on ne s'en rend sans doute pas compte, et elle devait être épuisée. Alors, je dirais déjà que j'en ai beaucoup appris sur Marie-Antoinette, tout simplement, puisque je viens plutôt des études napoléoniennes, donc j'ai appris à porter un autre regard. J'ai vu le début de certaines carrières que j'ai vu ensuite se terminer sous l'Empire. J'ai vu certains enjeux débuter avec Marie-Antoinette, et ça m'a permis de retisser des liens avec des sujets que j'avais déjà pu étudier. Donc c'était, d'un point de vue d'historien, quelque chose d'extrêmement enrichissant. C'était aussi intéressant du point de vue on va dire, du passionné des archives, de voir des sources, de découvrir des sources. Donc rien que pour ça, je dirais que je suis très reconnaissant à Marie-Antoinette. Autrement, le regard que je pose sur elle, ça va être un regard peut-être plus nuancé. C'est vrai que comme tout un chacun, ce que j'avais lu sur elle, ça souvent des jugements très tranchés. La reine frivole, la reine insouciante, la reine des cotillons, la reine des robes, des bijoux. Donc avoir un peu plus de recul et comprendre comment se construit cette image à la fin du XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle, avec plusieurs couches d'historiographie différentes. Donc ça, c'est précieux d'avoir ce recul. On se dit que ça peut ensuite, les mêmes méthodes peuvent être utilisées pour d'autres personnages, plus ou moins connus. Donc il y a déjà plus de recul, un personnage plus nuancé. Et enfin, je dirais aussi, oui, la surprise de voir cette Marie-Antoinette plus politique, plus réfléchie, avec des idées, avec des projets, avec des agents qui travaillent pour elle, avec une maîtrise d'une correspondance clandestine. Donc il y a une forme de surprise de découvrir une Marie-Antoinette qu'on n'imagine pas, qui va être la femme de pouvoir, ou aussi peut-être plutôt la femme de cabinet. Donc quelqu'un qui travaille sur son bureau avec du papier, de l'encre. On imagine plutôt Louis XVI dans ce rôle. Et en définitive, la surprise, c'est plutôt de voir un Louis XVI très en retrait, assez tôt, dépassé par les événements, qui a du mal à gouverner, qui a du mal à travailler, de découvrir au contraire à ses côtés une reine qui est plus réfléchie, plus décidée, plus vindicative. Donc ça nuance vraiment cette vision de la frivolité de Marie-Antoinette. Après, pour le reste, je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches à mener sur le sujet. C'est le cas de tout livre. Un livre, c'est une étape, ça appelle d'autres découvertes, ça appelle de nuancer, peut-être de corriger certaines erreurs que j'ai pu faire, de découvrir d'autres sources. Donc pour moi, c'est vraiment une étape. Donc j'espère vraiment que d'autres historiens que moi pourront ensuite compléter ce que j'ai pu trouver sur Marie-Antoinette. Ça n'est que le premier pas, ça n'est que le début, mais c'est un personnage sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de documents à trouver, beaucoup de documents à publier. Je pense aussi que d'un point de vue méthodologique, la façon dont on peut travailler aujourd'hui sur le XVIIIe siècle, je l'ai montré avec Marie-Antoinette, je pense, mais ça peut bénéficier absolument tous les sujets, notamment la façon que l'on a de remettre complètement en question les citations les plus célèbres de Marie-Antoinette, le « qu'il mange de la brioche ». Ça, c'est quelque chose que l'on fait simplement de nos jours avec un moteur de recherche. En ligne, en quelques clics, on arrive à remonter jusqu'à la source de certaines citations. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette possibilité qu'on n'avait pas encore il y a quelques années, de pouvoir remettre de véritables citations, ou en tout cas au plus près de la source, pour des personnages historiques, des personnages qui sont pourtant mondialement célèbres et sur lesquels on n'arrête pas d'écrire. Donc s'il fallait tirer, oui, une conclusion, un bilan, c'est la surprise de découvrir un personnage plus complexe, beaucoup plus profond que je m'y attendais, et de me dire également que, en définitive, toute biographie n'est qu'une esquisse, et que le travail ensuite revient à d'autres qui doivent peut-être affiner certains détails.